Sentant que son agresseur va forcément passer par là, le garçon s'enferme dans sa chambre, n'ayant plus le choix. Et ça ne loupe pas. Arthur entend que quelqu'un est dans le salon et qu'il est littéralement en train de saccager sa maison. Les meubles, les tables, c'est vraiment tout qui y passe. Arthur a deux options. Aller dans la chambre de ses parents pour utiliser le téléphone fixe, risquant de faire du bruit, ou sauter par la fenêtre de sa chambre. Ça, c'est le dilemme terrible que va avoir Arthur dans l'une des 3 histoires vraies qu'on va vous raconter ce soir. Comme vous avez pu le voir dans le titre, les récits sont aujourd'hui bien flippants comme on les aime et on ne souhaite clairement à personne de les vivre. Et ça, vous allez le voir. Bienvenue les grands oufs dans un nouveau Stray d'horreur et juste avant de découvrir notre sélection pour cet épisode, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne rien louper. On vous met également tous nos réseaux juste là en description, n'hésitez pas à faire un tour et sur ce, éteignez la lumière et plongez avec nous dans l'horreur. Ok, c'est parti pour l'histoire de Julie qui, on vous prévient, a vécu quelque chose de très particulier et d'assez choquant. Tout se passe alors qu'elle a à peu près 19-20 ans et à ce moment-là de sa vie, elle traîne souvent avec sa meilleure amie Lina. Elles passent vraiment beaucoup de temps ensemble jusqu'au jour où Lina rencontre un homme. Évidemment, en tant que bonne meilleure pote, Julie n'a qu'une seule hâte, le rencontrer. Vous l'imaginez bien, les filles sont tellement fusionnelles que ça va arriver très vite en fait. Et écoutez, tout se passe ultra bien. Le petit ami en question est mignon, drôle et super gentil. Après ça, Julie continue de passer énormément de temps chez sa pote, sauf que cette fois, quasiment à chaque fois, le copain de Lina qu'on va appeler Rémi est là, il est présent. Mais avant de continuer cette histoire, parlons un peu de lui. Rémi est un jeune homme de 20 ans qui vit avec son arrière-grand-mère exclusivement. Bon, pour être honnête, on n'a pas vraiment d'autres détails par rapport à ça. Tout ce qu'on sait, c'est que cette dernière est hyper stricte. Pendant toute sa jeunesse et jusque maintenant, Rémi est soumis à un couvre-feu. Il doit impérativement rentrer chez lui avant 22h et s'il ne le fait pas, elle le verrouille de la maison en l'interdisant d'entrer. C'est quand même assez extrême. Parfois, elle va même jusqu'à appeler la police s'il n'est pas rentré avant 22h. Ouais, franchement, c'est un monde de dingue, surtout quand on sait qu'il a 20 ans quand même. Bref, maintenant qu'on a tout ce contexte, passons directement au soir fatidique. À ce moment-là, Julie est chez son amie, un peu comme toujours au final. Elles boivent un peu, attention avec modération, jouent aux cartes, bref, elles s'amusent bien. Et lorsqu'on s'amuse bien, le temps passe très vite, et c'est le cas de le dire parce qu'il est maintenant 21h, quand tout d'un coup, quelqu'un toque à la porte. Les deux filles sont un peu flippées, elles n'attendent personne en fait. Un peu méfiante, Lina se dirige vers la porte, regarde à travers le Judas, et c'est là qu'elle voit que c'est tout simplement Rémi. Bon, ok, c'est un soulagement, un peu de panique pour rien au final, elle fait entrer son copain et l'accueille très chaleureusement. Et là, il commence à dire qu'il est désolé de débarquer à l'improviste, qu'il vient juste de se battre avec quelqu'un, mais qu'il n'y a pas de souci à se faire, que tout va très bien. Bon, à la base de Rémi, ce n'est pas du tout un gars violent, donc ça surprend un peu les deux filles, mais bon, ça peut arriver à tout le monde. Sachant ça, voulant lui changer un peu les idées, elle lui propose de se joindre à elle et de jouer aux cartes. Et après ça, la soirée se passe bien. Ils boivent, ils rigolent, jouent aux cartes, franchement, une bonne soirée avec une bonne ambiance paisible. Mais là, Julie regarde son téléphone et voit l'heure. Il est déjà minuit passé en fait, du coup elle regarde Rémi un peu paniqué, elle lui demande comment il va faire pour rentrer. Mais là, Rémi étant très calme, leur répond qu'elle est en train de dormir et que de toute façon, elle ne le laissera pas rentrer chez lui. Donc tout va bien, pas de souci à se faire. Bon, et bah tant pis, Rémi va donc passer la soirée et la nuit chez sa copine, alors que Julie, elle va rentrer chez elle très peu de temps après. Bref, sur le chemin tout se passe bien, la nuit va passer et Julie se réveille tranquillement chez elle. Un peu débordée, elle ne va pas parler à Lina de toute la journée. D'ailleurs, parfois un peu dans ses pensées, elle se dit qu'elle doit passer la journée avec son copain, c'est à peu près normal en soi. Mais c'est plus tard dans la soirée que son ami l'appelle. Dès qu'elle décroche, Julie sent que quelque chose ne va pas. Lina est complètement en larmes. Et là, c'est un véritable coup de massue, vous n'êtes vraiment pas prêts, parce qu'elle lui annonce une des nouvelles les plus terribles qu'elle aurait pu entendre. Rémi a tout simplement été arrêté par la police et accusé de meurtre. Mais tenez-vous bien, parce que aussi grave que ça puisse être, ça ne s'arrête pas là. Apparemment, la police aurait retrouvé le corps sans vie de son arrière-grand-mère dans son domicile. Rémi est accusé de l'avoir assassiné à coups de marteau la veille, donc la nuit pendant laquelle il a passé toute la soirée avec Julie et sa meilleure amie.
Et autant vous dire que c'est le choc, c'est la moindre des choses et c'est un doux euphémisme. Julie comprend à ce moment-là que lorsqu'il a débarqué chez son ami, il venait de brutalement prendre la vie de son arrière-grand-mère avec un marteau. C'est absolument affreux. Elle se rappelle d'un coup de toutes ces heures qu'ils avaient passées ensemble à jouer aux cartes, à boire, à s'amuser, alors qu'il venait simplement de commettre l'irréparable quelques instants plus tôt. Après avoir un minimum repris ses émotions, Lina lui raconte ce qu'il s'est réellement passé après que Julie soit partie. Sentant dans le comportement de Rémi que quelque chose n'allait vraiment pas, elle a insisté et c'est là, quelques minutes après le départ de Julie, que Rémi a tout avoué. Il a décrit dans les moindres détails à Lina ce qu'il venait de faire à son arrière-grand-mère. Complètement sous le choc, Lina est terrorisée. Elle se rend compte qu'un meurtrier qu'elle prenait pour son petit copain est actuellement là, chez elle. Au lieu de paniquer, elle décide d'élaborer un plan. Et ce plan consiste à essayer de garder son sang-froid et lui faire croire qu'elle va dans son sens. Rémi lui propose donc de s'enfuir pour démarrer une nouvelle vie. Lina, quant à elle, fait mine d'acquiescer en lui disant qu'elle est complètement d'accord. Après ça, elle va tout simplement dans la chambre pour soi-disant commencer à préparer ses affaires. Mais en fait, bien entendu, Lina, à ce moment-là, appelle la police en leur demandant de débarquer le plus vite possible. Franchement, la situation est quand même bien horrible. Bref, la police est vite arrivée et Rémi a été arrêté. Finalement, il a été condamné à 50 ans de prison pour son crime et apparemment tout ne s'est pas hyper bien passé pour lui en prison parce qu'au bout de 4 ans, il a essayé de s'évader mais a complètement foiré sa tentative, ce qui lui a valu une prolongation de sa peine. Bref, vous l'imaginez bien, ni Julie ni Lina ne le reverront par la suite. En tout cas, cette histoire reste gravée dans leur mémoire, restant pour elles un souvenir traumatisant. Franchement, entre vous et nous, c'est quand même ultra rare d'avoir des histoires aussi violentes et macabres dans un thread d'horreur. Bref, aucune des deux potes n'aurait jamais pu imaginer passer toute une soirée à s'amuser avec un homme qui venait simplement de commettre un des crimes les plus horribles. C'est en 1996, dans une petite ville de 100 000 habitants, qu'une jeune fille de 15 ans, qu'on va appeler Léa, vit une expérience vraiment flippante, vous allez voir. La jeune fille habite en banlieue et va au lycée au centre-ville, comme la plupart des jeunes de son entourage. Et un jour, après les cours, elle décide de marcher jusqu'à la gare routière principale, au lieu d'attendre le bus à son arrêt habituel, histoire de changer un peu, sans raison précise. Du coup, elle se retrouve à l'arrêt de la ligne 15, la ligne de bus qu'elle doit emprunter, qui partage son départ avec la ligne 17. Bref, elle attend tranquillement, un peu perdue dans ses pensées. C'est justement pour ça qu'elle ne l'a pas vu s'approcher un homme d'une trentaine ou quarantaine d'années qui vient lui demander si le bus de la ligne 17 est déjà parti. Léa, polie, lui répond que oui et qu'elle est désolée, il vient de le manquer. Mais tout sourire, l'homme se présente comme Marc et lui tend la main comme si ça lui importait que très peu. Léa, un peu perplexe mais toujours polie, lui serre la main et pour une raison inconnue se présente comme étant Maya. Elle n'a aucune idée de pourquoi elle fait ça, mais elle sent que quelque chose cloche. Un peu coincée à l'arrêt de bus, elle continue de jouer le jeu, de façon pas le choix, et le fameux Marc commence à poser plein de questions. Il demande si elle sort de l'école, et Léa, encore méfiante, lui indique que oui. Quand il lui demande dans quel lycée elle va, elle ment et donne un nom d'école complètement au hasard, c'est très smart. Bon, clairement c'est ultra chelou d'aborder une jeune comme ça et de lui poser toutes ces questions, ça doit vraiment faire peur. Et quand il lui demande si elle rentre chez elle, elle répond que non, en mode je vais chez une amie. Déjà ça commence à franchement puer cette situation. Puis enfin, entre deux questions malvenues, le bus de la ligne 15 arrive et Léa monte avec soulagement. Sauf que surprise, Marc la suit et monte également. Là ça y est, ça commence, c'est la panique intérieure. Pourquoi est-ce qu'il monte alors qu'il voulait prendre le 17 à la base? Léa s'assoit, espérant qu'il va s'installer ailleurs, mais non, il se met juste à côté d'elle comme un bon gros forceur. Sauf que la différence, c'est qu'elle n'a aucune idée de jusqu'où il compte aller. Et là, à ses côtés, il continue avec ses questions. Il lui demande de quelle année elle est au lycée, et elle, toujours sur ses gardes, répond qu'elle est en première. En fait, en réalité, elle est en seconde, mais elle préfère brouiller les pistes et en dévoiler le moins possible sur elle, elle a bien raison. De plus en plus, son cœur se met à battre fort. L'homme commente qu'elle a l'air jeune pour une première, ce à quoi elle répond que oui, on me le dit souvent. Marc la bombarde littéralement de questions et Léa fait de son mieux pour répondre à côté. Vous l'aurez compris, son seul but est de brouiller les pistes et de lui en donner le moins possible. Ensuite vient la question fatidique qui efface les derniers doutes sur ses intentions lorsqu'il lui demande si elle a un petit copain. Léa, complètement terrorisée, ne sait pas quoi répondre, elle est prise de court. Finalement, elle dit que non et Marc, un air putride sur le visage, lui sort qu'elle devrait en avoir un. À ce moment-là, Léa n'a qu'une seule envie, celle de s'échapper de cette situation et de ne plus jamais le revoir. Elle lui demande donc où il va et il dit qu'il rentre chez lui au bout de la ligne 15. Là, elle se dit que quelque chose cloche, surtout qu'elle ne l'a jamais vu sur ce trajet. Vraiment, rien ne va dans son discours.
Elle lui fait la remarque qu'il devrait prendre la ligne 17, mais il répond que non. Apparemment, il habite bien sur la ligne 15. D'ailleurs, à ce moment-là, son arrêt de bus se présente, mais Léa ne descend qu'au prochain, flippée à l'idée qu'il la suive vraiment. Une fois dehors, l'homme est sur ses talons. Et d'un coup, sans prévenir, il propose de la raccompagner chez elle. Léa, qui fait de son mieux pour cacher sa peur, décline poliment. Mais soudainement, Marc change de visage, déformé par la colère, et devient très agressif et lui dit « Tais-toi et marche !» C'est là que Léa se rend compte que ça sent vraiment le roussi. Elle se retrouve seule dans une rue déserte avec ce type qui semble clairement très dangereux. Il pose une main sur son épaule et lui dit qu'ils doivent y aller. Léa sent son cœur battre à toute vitesse, elle est désespérée et ne voit personne à qui demander de l'aide. En panique totale, elle essaye quand même de rester calme. Marc la relook avec un air de prédateur et lui dit qu'elle n'a rien à craindre si elle est sage. C'est horrible. Léa, ne voulant pas l'offusquer et l'énerver, lui dit qu'elle n'a pas peur et que tout va bien même si c'est totalement faux. Puis il lui demande si elle compte rester sage et elle est obligée de répondre « Oui, je serai sage ». Sur ces mots, les deux commencent à marcher et Léa ne sait pas où aller. Elle est complètement perdue et terrifiée. Elle se dit qu'elle ne peut pas aller chez elle, encore une fois elle ne veut pas qu'il sache où elle habite. Et là, enfin, le miracle se produit. Elle aperçoit un homme âgé dans son jardin, tranquillement en train de jardiner. Elle le sait, c'est sa seule chance. Ses jambes se libèrent et elle se met d'un coup à courir vers lui en hurlant à l'aide. À ce moment-là, tout devient un petit peu flou dans sa tête. Elle se souvient vaguement de courir et de crier tandis que Marc disparaît dans l'autre direction. Heureusement, l'homme âgé appelle la police qui arrive rapidement et prend la déposition de Léa, mais malheureusement, ils ne peuvent rien faire. Pas assez de preuves et en soi il n'a rien fait de concret pour qu'il puisse l'arrêter, bref, vous connaissez. Ses parents, morts d'inquiétude lorsqu'ils apprennent toute l'histoire, lui achètent un téléphone portable, un vrai luxe à l'époque d'ailleurs pour qu'elle puisse les contacter en cas de besoin. Parce que oui, on ne vous l'a pas précisé, mais elle était vraiment seule et livrée à elle-même, sans pouvoir appeler qui que ce soit à ce moment-là. Bref, toujours sous le choc de cette mésaventure, la vie reprend son cours, mais Léa est constamment sur ses gardes. Et elle fait bien d'ailleurs, parce que la paix ne va pas durer. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle monte dans son bus habituel, elle retombe sur Marc. Il est là avec un grand sourire, comme s'il était ravi de la revoir. Léa est en état de choc, elle descend immédiatement du bus et court vers l'école. La dernière fois qu'ils se sont vus, il a clairement essayé de la kidnapper et elle a dû s'enfuir. L'idée de retomber sur lui est clairement une option inenvisageable. Enfin, à l'abri, elle appelle sa mère en larmes qui vient tout de suite la chercher. À ce stade de stalking, l'école est carrément informée de la situation et la direction prend des mesures pour la protéger. Marc est ensuite repéré plusieurs fois autour de l'école, parfois plusieurs jours d'affilée, puis enfin disparaît pendant des semaines. Malheureusement, c'est un stress constant pour Léa, qui vit dans la peur la plus sombre qu'on vienne un jour la chercher. La police ne peut apparemment toujours rien faire, car Marc n'a pas encore franchi la limite de la loi. Ouais, on est d'accord avec vous, c'est presque décourageant comme conclusion. Dos au mur, les parents de Léa prennent alors une décision radicale. Ils la transfèrent dans un autre lycée pour sa sécurité. Heureusement, Marc ne découvrira jamais où elle habite ni son véritable nom. Depuis, des années sont passées et Léa essaye toujours d'oublier cette histoire. Mais un jour, à l'été de ses 21 ans, alors qu'elle est de retour dans sa ville natale pour les vacances universitaires, elle le revoit. Cette fois, c'est dans un supermarché dans un autre quartier. Marc ne semble pas la reconnaître, il ne la regarde même pas, mais Léa, elle, le remarque immédiatement. Elle se fige à son approche comme perdue dans un cauchemar, mais il passe simplement à côté d'elle, sans même la remarquer. À ce moment-là, elle est clouée sur place et prend une profonde inspiration avant de s'en aller le plus naturellement possible. Jusqu'à aujourd'hui, Léa ne sait pas qui était vraiment Marc, ni ce qu'il voulait. Elle se demande s'il était juste mentalement instable ou si ses intentions étaient bien plus sombres. Sa mère, quant à elle, est catégorique. Elle pense qu'il planifiait quelque chose de terrible. Quoi qu'il en soit, Léa est soulagée que cette histoire soit terminée et qu'elle ait pu échapper à ce fameux Marc qui lui voulait certainement tout sauf du bien. La commu, vous êtes prêts? Retrouvons-nous maintenant en Belgique en compagnie de Arthur, un ado de 14 ans. Et ouais, la commu belge, on pense également à vous. Vous êtes des grands oufs et vous êtes très nombreux sur la chaîne, donc on espère que vous allez kiffer. Et le week-end où se déroule le récit qu'il nous raconte ce soir, il est seul dans sa maison parce que ses parents sont partis en escapade amoureuse. Et il faut le dire, dès le premier soir, il ressent une énorme boule au ventre. Il ne sait pas vraiment pourquoi, mais il ressent un truc vraiment bizarre qui le met mal à l'aise. Sentant qu'il ne veut vraiment pas rester chez lui à ce moment-là, pour une raison qu'il ignore lui-même, il décide donc de sortir faire des courses, histoire de se changer les idées. Arthur, en véritable adolescent qui se respecte, s'achète des bonbons et des petits trucs à grignoter, histoire de se détendre un peu. Mais en rentrant, les choses ne s'arrangent pas.
il remarque tout d'abord que son chat ne va pas bien du tout. De base de nature assez calme, aujourd'hui ses poils sont tout hérissés, il a un air paniqué. Clairement ce n'est pas habituel, il y a quelque chose qui cloche. Et donc Arthur prend son chat dans ses bras et juste par précaution va chercher un couteau de cuisine qu'il met dans sa chambre. Après tout, pourquoi pas? En tout cas pour lui, c'est vraiment juste une manière de se rassurer, il sait très bien que de toute façon, il ne l'utilisera jamais. Et comme mot final, il se barricade dans sa chambre qui représente en quelque sorte sa safe place. Dans cette dernière, il a tout ce qu'il faut, son téléphone, un couteau, son chat et une arme airsoft. Pour ceux qui ne connaissent pas, l'airsoft c'est comme du paintball mais ça tire des petites billes en plastique. Et la particularité du sien, c'est que son arme est en fait une réplique d'une vraie arme, donc elle est super bien faite, elle est hyper réaliste. Bref, vous l'aurez compris, du haut de ses 14 ans, Arthur est vraiment prêt à toutes les éventualités. Mais la nuit va se passer sans aucun incident. Pas un bruit, pas un chat qui miaule, rien du tout. Jusque-là, à part son mauvais feeling qu'il a en quelque sorte jamais quitté et son chat qui a un comportement un peu bizarre, il ne s'est absolument rien passé en soi. Arthur commence donc à rationaliser et à se dire qu'il a certainement un peu trop psychoté. Et pour dire, le lendemain matin, sa boule au ventre a complètement disparu. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, on est tous contents pour toi Arthur. Et histoire de faire brûler toutes les cochonneries qu'il a ingérées, il décide donc de sortir pour faire un petit jogging pas loin de chez lui. À l'entrée de la forêt qui se trouve à proximité, il aperçoit un mec qui marche devant lui, prenant un chemin opposé au sien. Franchement, Arthur se sent un peu rassuré, il commence à courir tranquillement, mais soudain, une sensation étrange persiste, comme s'il était observé. À ce moment-là, il ne lui en faut pas plus, sa boule au ventre revient, et là, ça commence à l'agacer un peu. 2 mauvais feelings et 2 moments de panique injustifiés en 2 jours. Ouais, non, le garçon essaye vraiment de respirer, mais ça ne marche pas. En se disant que c'est un peu trop, il commence à prendre le chemin du retour, mais là, il se sent vraiment oppressé. Ça n'a plus rien à voir avec un mauvais feeling, il a vraiment du mal à respirer et est vraiment au bord de la crise de panique cette fois. Alors, discrètement, il sort son téléphone pour rappeler un pote, mais il se rend compte qu'il ne s'allume pas, plus de batterie malheureusement, c'est vraiment le pire des scénarios. Et c'est évidemment pile pendant cette action qu'il voit un homme marcher derrière lui. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas un comportement normal. Il a quelque chose dans les mains et ça ressemble fortement à un couteau bien brillant. En voyant ça, Arthur perd complètement son sang-froid. Sans même réfléchir, il se met à crier et commence à courir alors qu'il entend l'homme également sprinter derrière lui. Arthur accélère, son cœur battant la chamade, et finalement il arrive enfin chez lui, ferme tout à clé, mais là réalise quelque chose de terrifiant. Dans la panique, il a tout simplement laissé la porte du garage ouverte qui communique directement avec le salon. Sentant que son agresseur va forcément passer par là, le garçon s'enferme dans sa chambre, n'ayant plus le choix. Et ça ne loupe pas. Arthur entend que quelqu'un est dans le salon et qu'il est littéralement en train de saccager sa maison. Les meubles, les tables, c'est vraiment tout qui y passe. Arthur a 2 options. Aller dans la chambre de ses parents pour utiliser le téléphone fixe, risquant de faire du bruit, ou sauter par la fenêtre de sa chambre. Elle est assez haute mais faisable sans se blesser, mais finalement trop effrayé pour sauter, il reste dans sa chambre et réalise que le couteau de cuisine est toujours là. Et alors qu'il n'a même pas le temps de réfléchir, il entend l'homme soudain se diriger vers lui. Dans un élan de lucidité, Arthur attrape son arme airsoft, la pointe vers la porte alors que l'homme l'ouvre brusquement. En une demi-seconde, le face-à-face arrive et il est complètement terrifiant. L'homme a littéralement l'air fou alors qu'aucun mot n'arrive à sortir de la bouche d'Arthur. Il est simplement recroquevillé dans un coin de la pièce, les yeux fermés, pointant sa fausse arme sur l'homme qui le fixe. Et après quelques secondes, l'homme repart dans le plus grand des calmes. Toujours paralysé par la peur, le garçon est sous le choc. Tout de suite, il appelle ses parents qui sont également en panique et lui indique qu'ils reviennent le plus vite possible. Finalement, après quelques heures, il entend enfin la voix de son père, de retour à la maison. Submergé par l'émotion, il fond en larmes. Ce dernier prend la situation au sérieux, mais refuse catégoriquement d'appeler la police. Et vous allez voir, la raison est absolument lunaire. En fait, le père d'Arthur cache des substances illicites dans la maison, et donc il ne veut pas que la police vienne ici, c'est vraiment complètement abusé. Apparemment, ça a déclenché une énorme dispute entre eux, et on les comprend franchement. Bref, l'important est qu'Arthur s'en soit sorti sain et sauf. Bon, entre vous et nous, on ne sait pas vraiment, mais est-ce que ces substances illicites avaient un lien avec l'agression? Franchement, à vous nous le dire en commentaire. En tout cas, ce qui est sûr pour Arthur, c'est qu'il restera pour toujours avec ce souvenir terrifiant gravé en lui. Et ben voilà les amis, encore une fois on vous souhaite de ne jamais avoir à vivre ce genre d'histoire, c'est vraiment horrible.
Entre penser connaître une personne qui s'avère être un meurtrier, manquer de se faire kidnapper et voir sa maison se faire saccager, ouais, non, pas pour nous. En tout cas, on espère que vous avez apprécié passer ces instants en notre compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Si vous êtes toujours là, vous faites clairement partie de l'élite et on compte sur vous pour liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on a plein de projets en cours, on est sûr que les plus assidus d'entre vous les connaissent déjà. Pour les découvrir en avance et pour suivre nos délires, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux, on vous met les liens en description. Bah écoutez, je crois qu'on est tout bon pour ce soir, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Joe et Kratos derrière la caméra, et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo, ciao! Ciao! Wouh, il fait chaud et c'est une fin de tournage. On vous met également tous les réseaux juste là en description, n'hésitez pas à faire. On vous met également tous nos réseaux juste là en description, n'hésitez pas à faire un petit tour, et sur ce, on vous met également tous nos réseaux juste là en description, n'hésitez pas à faire un petit tour, et sur ce, on vous met également tous les réseaux juste là en description, n'hésitez pas à faire un tour, c'est tout. Pour cette troisième histoire, je vous avoue qu'on n'en a pas trouvé et du coup, je vais simplement me lancer sur un solo de musique. J'ai vu qu'Eminem il avait ressorti une musique, je l'avais même pas vu moi. Il a ressorti un album, je crois, Eminem, là, si j'ai compris. Ouais. Malheureusement, c'est un stress constant pour Léa qui vit dans la peur la plus sombre qu'on vienne un jour la chercher. Malheureusement, c'est un stress constant pour Léa qui vit dans la peur la plus sombre qu'on vienne un jour la